Bonjour les amis, alors notre partenaire de ce podcast est aujourd'hui l'Institut de naturopathie humaniste qui a été fondé par Odile Chabriac qui est praticienne depuis plus de 20 ans et cette école de naturopathie à taille humaine est destinée à former des naturopathes, des professionnels d'excellence. Les études, qui durent entre 9 mois et 2 ans selon les cursus, se font en petits groupes, en présentiel et ou en distanciel, ce qui est très pratique et très facile, l'accent étant mis sur la pratique et l'entraînement constant à la clinique. Une personne est dédiée à la supervision de chaque élève. Vous souhaitez compléter une formation de santé ou bien devenir naturopathe? Retrouvez vite cette formation de naturopathie conjuguant excellence et bienveillance sur le site de l'Institut de naturopathie humaniste www.inh.life. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Vivre une vie extraordinaire, nous en rêvons tous. Pourtant, entre les obligations quotidiennes, les coups durs de la vie et les blocages personnels qui empêchent d'y croire et de se lancer, nous continuons souvent à avancer à reculons sur un chemin qui peut-être ne nous convient pas. Mon invitée du jour adore les histoires, tellement qu'elle a décidé de devenir coach de vie après avoir été une pionnière du blog culinaire dans les années 2000. On en parlait d'ailleurs hors antenne. Sa méthode Change ma vie et son podcast éponyme prônent de créer sa vie extraordinaire. Les ingrédients pour elle, une bonne vision, un soupçon de clarté et pas mal d'élan, que nous allons développer évidemment dans cet épisode, à la suite de la parution de son tout nouveau livre, La méthode Change ma vie, aux éditions Robert Laffont. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir dans Métamorphose Clotilde Dussoulier. Bonjour Clotilde. Bonjour Anne, merci de me recevoir. Alors avec grande joie, c'est chouette parce qu'on est podcasteuses toutes les deux et on va finalement un peu dans le même sens, dans nos métiers du quotidien. Tout à fait. Alors je suis ravie, c'est la première fois qu'on se rencontre et tu racontes depuis l'enfance avoir toujours adoré les histoires. Est-ce que c'est cet intérêt pour la vie, pour les autres, qui finalement t'a aussi donné envie de devenir coach parce que tu étais ingénieure en fait au départ? Effectivement, je suis ingénieure de formation et pour autant, ce qui m'a toujours passionnée, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnent les gens. En fait, l'ingénierie, c'est beaucoup comment fonctionnent les choses et les machines, en l'occurrence les ordinateurs dans mon cas. Mais depuis l'enfance, j'avais une grande curiosité de ce qui pouvait animer les gens, les conduire à faire ce qu'ils font ou ne pas faire ce qu'ils ne font pas. Et essayer finalement de faire le lien entre ce que je ressentais à l'intérieur, puisqu'on a accès uniquement à notre vie intérieure, et essayer de percevoir de l'extérieur à quoi ça pouvait ressembler à l'intérieur d'autres gens. Et donc cette curiosité-là ne m'a pas quittée et m'a amenée à ce que je fais aujourd'hui en coaching de vie, puisque c'est vraiment de ça qu'on parle. Je me suis demandé s'il y avait le même ingrédient justement dans la cuisine, puisque tu as tenu, je le disais en introduction, un blog culinaire, et dans l'amour des autres, de les coacher. Il faut de l'amour aussi pour faire la cuisine. Beaucoup, oui. C'est vrai. Et justement, l'angle par lequel je venais à la cuisine et à l'écriture autour de la cuisine, c'était un angle finalement très intime qui était de se dire ce qu'on mange, ce qu'on cuisine, la façon dont on mange avec les autres, dit beaucoup de nous, dit beaucoup de notre histoire, dit beaucoup de ce qui est important pour nous, dans la relation aux autres et au monde. Et ça, c'était le fil conducteur de tout ce que je faisais autour de la cuisine, comme ça l'est aujourd'hui dans le coaching. Est-ce que tu as ressenti, toi, le besoin? Tu es devenu coach, master coach certifié, on reviendra sur ce que ça signifie d'ailleurs. Mais à quel moment, toi, tu te dis, tiens, j'ai besoin peut-être de travailler avec un coach et tu t'intéresses au sujet dans ta vie, dans ton parcours? Ce qui a été pour moi le moment de déclenchement, c'est après la naissance de mes 2 enfants. Donc à cette époque-là, j'ai 35 ans et j'ai un métier qui me passionne autour de l'écriture et de la cuisine. Je suis en couple avec l'homme avec qui je suis depuis mes 17 ans et je suis toujours avec lui. J'ai 2 enfants que j'ai vraiment profondément voulu et qui sont en pleine forme. Donc tout va bien dans ma vie. Et pourtant, je remarque que
tout est compliqué, tout me paraît lourd, j'ai l'impression de subir les choix que pourtant je sais intellectuellement, je sais que j'ai fait ces choix, mais j'ai perpétuellement l'impression d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, à faire le mauvais truc, tiraillée de culpabilité, de ressentiment, etc. Avec en plus l'impression que le temps passe et que les petites années de mes enfants ne reviendront évidemment jamais. Ils sont petits encore à ce moment-là quand tu te dis ça ? Exactement. D'accord. Ils ont à ce moment-là 1 an et 4 ans. Et en fait, je me dis, je suis en train de passer à côté. Je suis en train de passer à côté d'une phase de ma vie qui ne dure qu'un temps. Et c'est à ce moment-là que je découvre des outils de compréhension de ma vie intérieure qu'on ne m'avait jamais transmis avant, alors même que j'étais allée voir des psychothérapeutes à 3 occasions dans ma vie, et où cet espace de parole m'avait été utile. Mais ce qui m'avait manqué, c'était des vrais outils pour non seulement comprendre, mais aussi changer. Et en fait, la compréhension n'est pas suffisante pour changer. Il faut ensuite se proposer de mettre des choses en place concrètement. Et passer à l'action, quoi. C'est ça. Et le coaching, c'est ça que ça m'a apporté. Et ça a vraiment complètement changé ma vie de l'intérieur. Et ça m'a permis, en fait, d'aborder mon quotidien, mes relations, mon travail, en me sentant vraiment actrice et vraiment, au lieu d'avoir l'impression d'être tout le temps en mode réactif, d'être en mesure d'avoir cet espace de réflexion, de me dire qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je vais le créer, qu'est-ce qui est important pour moi et le mettre au centre. Oui, ça c'est important. Comment est-ce qu'on passe de coacher à coach ? À quel moment tu t'es dit, tiens, ça m'a tellement aidé que j'ai envie de faire cette formation, jusqu'à aller à Master Coach certifié, qui est... Je le dis parce que c'est vrai que dans le monde du coaching, parfois les gens n'y voient pas très clair, donc ce serait peut-être intéressant que tu nous le clarifies justement. Oui, alors la première partie de la question, c'était comment est-ce qu'on passe de j'en bénéficie à je veux en faire bénéficier. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours porté dans mon parcours, c'est quand il y a quelque chose qui m'est utile, qui me paraît avoir de la valeur et qui me passionne, j'ai cette envie de partage, de diffusion et de transmission. Donc c'était le cas autour de la cuisine et ça a été le cas aussi autour du coaching. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais toujours eu auprès de mes amis, auprès de ma sœur aussi, cette posture d'écoute, d'empathie et d'avoir envie de faciliter l'accès aux ressources de la personne. C'est-à-dire, il y a des personnes, quand on leur parle de leurs problèmes, ils sont tout de suite beaucoup dans le conseil et le « moi je ferai ci, moi je ferai ça ». Et moi, j'ai toujours eu beaucoup plus l'envie de me dire quelles sont les réponses que tu as déjà et comment est-ce qu'on peut faire avec tes réponses, avec tes ressources, avec tes capacités. Donc finalement, j'étais un peu coach avant d'être coach et c'est simplement que j'ai découvert ce métier-là à cette occasion. Et que je me suis dit, j'ai envie de jouer ce rôle d'assistance à la transformation, en fait, d'autres personnes. Et bien sûr, j'ai voulu le faire avec professionnalisme, en m'équipant d'outils, notamment justement sur cette posture, qui permettent de ne pas être ni dans le conseil, ni dans le je fais à la place d'eux, ni je porte à bout de bras. Donc, il y a vraiment une posture qui doit se travailler, qui doit s'acquérir. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le coach peut vraiment bien se distinguer du psychothérapeute, du psychologue clinicien, du psychiatre ? Parfois, la frontière entre les deux peut être un peu ténue parce que forcément, on touche au même sujet. Effectivement, il peut y avoir, par exemple, dans tes coachings, pour préciser, des personnes qui arrivent aussi parfois avec des pathologies. Oui, c'est ça. Alors, ça fait partie de notre rôle de coach de savoir justement jusqu'où est-ce qu'on peut aider les gens ou à partir de quand est-ce qu'on peut aider les personnes. Et à mon sens, il faut avoir une notion très claire de à quel moment est-ce que ça devient un problème de santé mentale qui nécessite d'aller voir des professionnels de santé mentale versus des problématiques finalement d'épanouissement ou de passage à l'action qui sont plus de l'ordre de schémas de pensée limitants ou de compétences de gestion de ses émotions, mais où nous, en fait, on intervient à un moment où la personne n'est pas en état de souffrance dans son état de santé mentale. Donc, nous, il nous arrive d'intervenir en complément ou dans le prolongement d'une démarche avec un psychothérapeute ou un psychiatre,
Mais ça ne se substitue à aucun moment. Et on est toujours très clair quand les personnes nous demandent de dire toujours, s'il y a le moindre doute, commencez par aller consulter votre généraliste ou un psychothérapeute ou un professionnel de santé mentale qui pourra vous dire est-ce que le coaching est adapté à l'endroit où vous êtes aujourd'hui ou est-ce qu'en réalité, il faut d'abord vous remettre en selle, notamment en cas de burn-out, par exemple. Si on est en burn-out, c'est pas un bon moment pour démarrer un coaching parce qu'on n'a pas les ressources, en fait, pareil pour la dépression. Alors justement, les gens qui viennent te voir ou qui vont voir des coachs qui sont vraiment des très bons pros dans leur domaine, parce que j'imagine qu'on trouve de tout. Donc là, je le dis pour nos auditeurs, bien se renseigner sur les formations, etc. Quelles sont les problématiques auxquelles ils font face? Et toi, tu proposes d'accompagner les gens vers une vie extraordinaire, puisque c'est quand même le propos à la fois de ton livre, de ton émission, de ton podcast. Les gens sont un peu dans la même situation que tu décrivais, qui était la tienne à l'époque où tu avais tes enfants finalement en bas âge et tu disais sur le papier tout allait bien, mais je tournais un peu en rond. Je le caricature, tu ne l'as pas exprimé comme ça, mais un peu quand même. Alors, la promesse de Change ma vie et vraiment ce qu'on se propose d'aider les gens à créer, c'est non seulement une vie extraordinaire, mais surtout la vie extraordinaire qui leur ressemble. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de personnes qui viennent à nous ont l'impression d'avoir conduit leur parcours de vie en fonction de ce qu'on attendait d'eux, ce qu'on leur a dit qui était des bonnes études, un bon métier, la bonne personne avec qui construire sa vie, etc. Et que à aucun moment, ces personnes n'ont eu l'impression de vraiment choisir la direction dans laquelle elles avaient envie d'aller. Et donc, souvent, les personnes viennent à nous à un moment où elles se rendent compte que si elles continuent comme ça, elles vont passer à côté de quelque chose. Et donc, l'objectif, c'est de se dire, à des moments de vie où il y a un foisonnement de questionnements qui peuvent être parfois déstabilisants, c'est est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Donc, beaucoup de questionnements. En fait, on a besoin de mettre de l'ordre dans ces questionnements pour pouvoir identifier qu'est-ce qui doit changer à l'intérieur ou à l'extérieur. Parce qu'en fait, quand on a l'impression de ne pas être à sa place dans sa vie ou de ne pas vivre la vie qui est la nôtre, il y a beaucoup de gens qui nous disent « j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre ». Déjà, c'est très difficile à vivre, mais ça peut être un peu vertigineux parce qu'on se dit « j'ai pas envie de tout changer, j'ai pas envie de révolutionner ma vie ». Ça peut être terrifiant. Et donc, l'idée, c'est de mettre de l'ordre dans les questionnements pour identifier est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'effectivement, il faut changer de job ou est-ce qu'en réalité, c'est la façon dont je vis mon métier ou mon travail qui me met en difficulté. Et donc, pouvoir mettre ça à plat, déjà, ça permet d'apaiser beaucoup ces questionnements. Et ensuite, on se dit, OK, en fait, on va amorcer d'abord ce changement. Et puis, une fois que ça, ce sera en place, on mettra en place un autre changement et on y verra plus clair au fur et à mesure. Tu vois autant des femmes que des hommes qui viennent vers vous, vers l'équipe en général, ou dans le coaching, ou c'est quand même en particulier des femmes? Alors, la méthode Change ma vie s'adresse aux humains, quel que soit leur genre. Le fait est qu'on accueille plus de femmes au sein de notre programme de coaching. Je pense qu'il y a 2 éléments principaux. Le premier, c'est que les femmes sont, en termes de conditionnement social, plus invitées à l'introspection et à demander de l'aide aussi, c'est-à-dire à se dire, voilà, je vais investir du temps et des ressources et de l'argent dans le fait de me sentir mieux, là où les hommes reçoivent plutôt le côté, sois fort, ne te plains pas, débrouille-toi. Et que par ailleurs, comme je suis une femme, je pense et que mon équipe de coach est essentiellement composée de femmes, il y a une identification qui plus forte, ouais. Voilà, plus forte. Mais les hommes sont les bienvenus au sein de notre programme et je pense qu'une des clés de la transformation de notre société, c'est aussi que les hommes se sentent plus autorisés finalement à se connecter à leurs émotions, à savoir quoi en faire et à s'autoriser à avoir besoin d'aide et d'introspection. Oui. Alors avant d'en venir aux grandes composantes de ta méthode, est-ce qu'il faut chercher à être heureux? Est-ce qu'il faut chercher le bonheur? C'est une grande question quand même métaphysique, ça, que beaucoup de philosophes se sont penchés dessus. J'en parle aussi avec Louise Aubry dans son dernier livre où elle dit finalement qu'elle a cherché à être heureuse et que ça l'a plutôt rendue malheureuse. Donc j'aimerais beaucoup t'entendre sur cette grande question. Oui.
Mon approche de ça, c'est que tout dépend de la façon dont on définit cette idée du bonheur. Parce qu'en fait, si on cherche à poursuivre le bonheur avec le bonheur comme étant une forme de plénitude constante, absolue, de se sentir bien tout le temps, ça s'appelle la positivité toxique. Et ça nous mène droit dans le mur. Pour moi, la façon dont je définis cette quête du bonheur, c'est de pouvoir se créer une vie dans laquelle, au quotidien, la majorité des jours, on se réveille en se disant « j'adore ma vie et je sais que le meilleur reste à venir ». Donc c'est cette idée de se dire « j'ai globalement un quotidien qui ressemble à ce que j'ai envie de vivre ». Bien sûr, il y a des hauts et des bas, il y a des problèmes, il y a des difficultés, etc. Mais globalement, je me sens bien à ma place, je me sens bien là où je suis. Et je suis aussi en construction de la suite. Je poursuis des projets, je suis en apprentissage, je me vois grandir et avancer. Et en fait, ce sont pour moi ces deux composantes, la capacité à apprécier là où on en est dans son ambivalence, c'est-à-dire il y a des choses qui sont, voilà, il y a du noir et du blanc et du 50-50, et aussi le fait de nourrir sa croissance. Parce que je pense qu'on est, à l'échelle de la société, beaucoup de personnes dans un déficit de projet, c'est-à-dire qu'en fait, la société de consommation nous propose comme projet gagne plus d'argent pour acheter plus. Et en fait, ça, c'est pas nourrissant du tout pour l'humain. Et donc, on a besoin de se dire, dans quelle direction est-ce que j'ai envie d'aller ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ? Donc, je sais par exemple que toi, tu évoquais récemment cette envie d'apprendre un instrument. Donc, ça peut être des projets qui sont très intérieurs et d'apprentissage, mais qui permettent de se voir progresser. Et ça, j'y crois fondamentalement. On est comme tout ce qui vit dans la nature. On aspire à la croissance. Si tant est que ce ne soit pas vu comme une injonction de plus, de performance, du bonheur, effectivement. Exactement. Qui peut porter aussi lourd sur les femmes, en l'occurrence. Ouais. Tout à fait. Et c'est en ça que cette idée de vie extraordinaire qui ressemble à chaque personne, c'est justement ça que je trouve intéressant, c'est que chaque personne puisse déterminer sur quels axes et sur quel plan est-ce que cette croissance les anime. Et moi, par exemple, je suis une très grande fan de lecture, j'adore lire, j'adore apprendre, et il n'y a pas de volet de performance, mais c'est vraiment quelque chose qui me porte au quotidien. J'adore savoir un peu plus aujourd'hui que je ne savais hier. Et il y a des personnes, c'est dans la performance sportive, ils ont envie de voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller. D'autres personnes, c'est la croissance professionnelle, déployer des projets, j'en sais rien, la décoration de leur appartement. Mais je pense qu'on a tous quelque chose sur lequel on a envie d'avancer et il faut l'identifier pour pouvoir conduire cette croissance. Alors, tu as dit une phrase qui est très intéressante et qui est clé aussi dans ton ouvrage, qui est, tu le dis plusieurs fois, « le meilleur est à venir ». Et ce serait intéressant peut-être de le décortiquer parce que certaines personnes pourraient l'entendre en disant finalement c'est maintenant, le futur n'existe pas, le passé n'est plus et il n'y a que l'instant présent. Alors dans quel sens tu l'entends toi, Clotilde ? Cette idée que le meilleur reste à venir, c'est pour moi une façon de guider notre optimisme dans les différents stades de vie. En fait, je suis très sensible au jeunisme ou à l'agisme ambiant, les deux termes sont utilisés, qui consiste à se dire que, alors passé un certain âge, alors selon les gens c'est 25 ans, 35 ans, 40 ans, qu'en fait ça va être une forme de dégringolade et que nos plus belles années sont derrière nous. Et ça, je trouve que c'est très dommageable de vivre avec cette idée qui est globalement très diffusée autour de nous, qui est particulièrement marquée chez les femmes en particulier, parce qu'on a cette espèce de pic de jeunesse, de beauté et de séduction dont on dégringolerait ensuite. Parce que finalement, ça a pour effet de nous désengager de notre propre vie et où, passé un certain stade de notre vie, on serait un peu en mode... on va essayer de sauver les meubles, on va essayer de pas trop souffrir, pas trop s'ennuyer, etc. Et donc moi, je trouve ça intéressant de se dire chaque stade de vie vient avec ses défis et ses opportunités, et se dire, en fait, notamment en termes de sagesse, de connexion à soi, de connaissance de soi, en fait, moi, je m'expose beaucoup à des témoignages de femmes qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans ou plus, et de voir de quelle façon est-ce qu'en fait, elles voient, de quelle façon est-ce qu'elles sont mieux
dans cette décennie-là de leur vie qu'elles ne l'ont été à 30 ans. Et moi, personnellement, qui vais sur mes 45 ans, je vois de quelle façon je suis vraiment beaucoup plus épanouie dans ma vie aujourd'hui que je ne l'étais il y a 10 ans et encore plus qu'il y a 20 ans. Et j'ai envie de continuer à nourrir ça jusqu'à mon dernier jour. Justement, c'était une question que j'avais en tête, c'était de te poser la question, qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu t'es posé cette question et maintenant ? Le changement le plus marqué, il est dans mon rapport à mes émotions, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui ressentait ses émotions très fort, et en fait, pendant longtemps, je me sentais à la merci de mes émotions que je ne comprenais pas, qui surgissaient comme ça. Alors, généralement, j'arrivais à les attribuer à un truc qui s'était passé à l'extérieur de moi, mais finalement, j'abordais mes journées en me sentant un petit peu toujours sur le qui-vive, en me disant, il pourrait se passer quelque chose qui crée pour moi des émotions qui vont... te déborder, quoi. Voilà, me déborder et gâcher ma journée. Et donc, j'étais dans une espèce d'hyper-protection face à ça. Et quand j'ai pu contrôlante, peut-être même, tu pourrais dire. Il y avait effectivement cette idée à la fois de contrôle, mais aussi de peur, en fait. Et finalement, le contrôle, c'est l'autre versant de la peur. J'avais l'impression qu'il fallait que je contrôle mon environnement pour qu'il ne m'arrive pas des trucs qui me heurtent émotionnellement. Donc, c'était évidemment épuisant. Ça fonctionnait très mal. Et en fait, en comprenant mieux les mécanismes de mes émotions et de quelle façon est-ce que je pouvais, non pas contrôler mes émotions, mais les accueillir et les réguler, en fait, je me suis rendu compte déjà que j'étais beaucoup plus forte que je ne le pensais dans le ressenti de mes émotions et que j'avais beaucoup plus le choix dans la façon dont j'abordais les situations, où je réagissais aux émotions, que je ne le pensais. Et ça, en fait, le fait de passer d'un mode où je subissais à un mode où j'accompagnais ce qui se passait, ça a vraiment fait un changement radical dans ma façon d'aborder mes journées. Et ça a tenu dans le temps, c'est-à-dire que parfois tu vois des réminiscences un peu de cette ancienne façon de fonctionner, parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent dans ton métier, dans mon métier. C'est parfois on a des prises de conscience, on fait un coaching, on fait un séminaire, wake up, et puis voilà, on se dit tiens, le changement c'est maintenant. Et puis ça ne tient pas forcément dans la durée. On a entre guillemets nos croyances, nos vieux démons, nos conditionnements qui nous rattrapent, nos blessures, enfin voilà, tout ce bagage conscient, inconscient à l'intérieur de nous. Et puis on s'aperçoit que oui, on a changé à la marge, mais qu'il y a quelque chose en profondeur qui ne s'est pas incarné. Mon expérience de ça, c'est déjà qu'il y a des pratiques au quotidien, c'est-à-dire qu'en fait le changement c'est pas comme on met à jour la version d'un logiciel où après c'est fait, c'est acquis. Il y a des pratiques à mettre en place dans le quotidien pour justement rester connecté à ses émotions, rester connecté à comment on va et où est-ce qu'on va. Donc ça c'est une première partie de la réponse. Et ensuite l'image que j'ai en tête, c'est celle d'une spirale ascendante. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on a des schémas qui reviennent à l'occasion d'une difficulté, d'une épreuve de vie, d'un challenge particulier, et où on a un peu tous ce que j'appelle des chiffons rouges, c'est-à-dire les ornières dans lesquelles on retombe quand on est un peu secoué. Mais l'idée, c'est de constater qu'à chaque fois, on y repasse en étant un petit peu mieux équipé, en voyant mieux venir les choses et donc en les traversant d'une façon avec plus de patience, plus de compassion pour soi aussi. Et donc le ressenti, en tout cas, il est moins lourd et on a l'impression que ça passe plus vite ou en tout cas plus légèrement. Donc en fait, moi, je ne pense pas qu'on puisse être à tout jamais débarrassé de toute forme de difficultés, de chagrins, de faiblesses, etc. C'est plutôt notre rapport à nos difficultés, à nos chagrins et à nos faiblesses qui change. Tu vois aussi que parfois, ça peut ouvrir d'autres boîtes qu'on n'avait pas vues et qui surgissent à ce moment-là, en disant, tiens, finalement, là, ça va plutôt mieux au niveau de la gestion des émotions, mais par contre, ça a mis en lumière une autre problématique sous-jacente qui était peut-être plus profonde et qui ressort à ce moment-là. Tu le vois, toi, dans tes programmes ? Ce qu'on voit, en tout cas, c'est que
il y a cette idée que moi j'appelle l'appartement de vie, c'est-à-dire le fait que généralement quand on vient à une démarche de changement comme celle du coaching, on vient souvent avec un problème qui est le problème qui se présente de la façon la plus saillante pour soi, et donc on va pouvoir mettre en place des outils pour faire la lumière là-dessus et aller mieux. Et ensuite, on s'aperçoit que dans la pièce d'à côté, il y a effectivement des choses aussi à voir. C'est-à-dire, on tire le fil et ça permet d'identifier que, oui, effectivement, ce qui se passait dans ma vie professionnelle, en réalité, c'est aussi une question de, par exemple, m'autoriser à prendre ma place. Et peut-être dans mon cercle familial ou dans mon couple ou dans ma vie amicale, ça se présente aussi. Et donc, moi, ce que j'aime bien voir, c'est de quelle façon est-ce qu'on peut capitaliser sur ce qu'on a compris dans un domaine pour aborder un autre domaine de vie en se sentant plus fort et mieux équipé. Intéressant. Alors venons-en quand même aux 3 grands fondements de la méthode qui seraient vision, clarté, élan. On pourrait les dire de cette manière-là, Clotilde ? Exactement. Et avant de commencer, on va peut-être détailler chacun. Pour s'engager dans le changement, tu incites à se poser les bonnes questions. Alors, comment est-ce que, dans vos programmes, on voit que ce sont les bonnes et que ce n'est pas une fuite, en fait, en avant par rapport à certaines questions qui ne seraient pas dans la bonne cible ? La différence majeure, c'est la différence entre des questions d'impuissance et des questions puissantes. C'est-à-dire, est-ce que les questions que je me pose mettent en lumière tout ce qui est en dehors de mon pouvoir ou inconnu ou quelque chose que je ne sais pas ou quelque chose que je ne sais pas faire. Donc, c'est des questions de l'ordre de pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur moi, pourquoi est-ce que j'y arrive jamais, pourquoi est-ce que j'ai encore fait ça, etc. Qui ont comme sous-jacent une vision de nous comme étant à peu de ressources et dans une forme d'impuissance, versus des questions qui ouvrent le champ des possibilités et qui nous connectent en fait à des réponses qu'on peut soit trouver à l'intérieur de soi, soit aller chercher à l'extérieur de soi. Et donc, ce sont des questions de l'ordre de, plutôt que de se poser la question comme par exemple, est-ce que je suis légitime à lancer tel ou tel projet, c'est plutôt comment est-ce que je définis la légitimité, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait légitime ou pas légitime pour lancer ce projet, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir légitime, qu'est-ce qui permettrait de montrer aux autres que je suis légitime. Et donc là, on est tout de suite dans des questions qui nous connectent à ce qu'on est en mesure de faire et à nos ressources. Est-ce qu'il y a des grandes questions qui reviennent un peu toujours de manière un peu classique dans ces questions qu'on a sur soi et qui sont liées évidemment, tu vas nous en parler, à nos conditionnements, à nos croyances sur le sujet ? Alors, il y a effectivement beaucoup de questions qui reviennent à est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que je suis au bon endroit ? Cette idée qu'il y aurait d'un côté les bonnes choses et de l'autre côté les mauvaises choses. Donc, des questions qui finalement mettent en lumière un mode de réflexion très binaire, où c'est soit noir, soit blanc, et qui crée du coup beaucoup d'anxiété parce qu'il y a l'idée, c'est j'ouvre la porte de gauche ou j'ouvre la porte de droite et ensuite toute ma vie sera déterminée par ça. Avec la peur du mauvais choix, du coup, forcément. Oui. Exactement, qui est paralysante et qui empêche justement de faire un choix qui nous correspond à ce moment-là en fonction de ce qu'on sait. Et donc, l'idée, c'est toujours d'essayer d'adoucir notre rapport au carrefour aussi, pour justement se mettre moins la pression sur le bon choix, le bon job, la bonne personne, la bonne décision. Dans ta méthode aussi, tu aides à l'éclairage de nos conditionnements. Donc ça, c'est important pour toi d'y revenir. Exactement, parce que je crois fondamentalement qu'on ne peut pas se comprendre si on fait abstraction de tout ce qu'on nous a dit, de façon explicite ou implicite depuis qu'on est petit, en termes de à la fois comment le monde fonctionne, mais aussi quelle est notre place dans ce monde et qu'est-ce qui est possible pour nous. Et en fait, on s'aperçoit que dans ce qu'on a reçu comme conditionnement, il y a des choses qui sont évidemment très utiles parce que pour faire société, il faut avoir des bases communes. Oui, et puis nos croyances on se débarrasse jamais évidemment de nos croyances. Et heureusement qu'on a des croyances, on est bien d'accord. C'est ça. Oui. Et l'enjeu, c'est de voir à quel moment est-ce que certaines de nos croyances ou certaines de nos façons de voir le monde et notre place dans le monde
nous empêche d'aller dans une direction qui nous plairait. Et donc, c'est beaucoup, en particulier pour les femmes, des idées de s'autoriser ou pas à, ne serait-ce que vouloir quelque chose, se dire la vérité sur nos aspirations. Et donc, ça, c'est quelque chose que je remarque énormément dans nos accompagnements, c'est le fait de ne pas s'autoriser à rêver, s'autoriser à et même de se connecter à ce qu'on veut vraiment, parce que il y a cette idée de est-ce que mon entourage va trouver que c'est un peu fou. Et le fait de ne même pas avoir un espace entre soi et soi, avant même d'en parler à qui que ce soit, pour savoir dans quelle direction se trouve notre joie, notre curiosité, nos envies. En fait, si on n'a même pas cet espace-là entre soi et soi, il n'y a aucun moment où on va pouvoir donner vie à ces envies. Ce qui est difficile, justement, par rapport à nos rêves ou nos envies ou nos projections, c'est de déterminer qui parle à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que est-ce que ces rêves, ces visions que je peux avoir viennent justement de mes croyances ou de mes conditionnements, ou est-ce qu'il y a une partie à l'intérieur de moi qui serait une sorte de créativité pure ou d'essence? Alors pure, le mot est un peu exagéré de ma part, mais qui vraiment quelque chose qui cherche en profondeur à s'exprimer. C'est ça que vous allez chercher? Je pense qu'on finit par y arriver, mais que l'erreur que font beaucoup de gens, c'est d'essayer d'aller directement à cette idée de source ou de mission de vie, etc. Et que ça peut être très intimidant parce qu'on est face à une sorte de page blanche où on se dit, mais en plus, on se met la pression en se disant, il faudrait que ce soit un truc qui me tombe dessus, une sorte de révélation. Et mon approche, c'est plutôt de se dire, allons voir dans le quotidien, qu'est-ce qui nourrit ton plaisir, qu'est-ce qui nourrit ta joie, qu'est-ce qui guide ta curiosité, et finalement d'être plutôt dans une forme de défrichage et de cheminement dans lequel on pourrait au quotidien se dire, en fait, si j'arrive tous les jours à avoir une expérience de mon quotidien qui me nourrit, qui me plaît, dans lequel je me sens bien, finalement, notre vie, elle est faite de ça. Elle est faite de journées quotidiennes. Et à mon sens, on arrive mieux de cette façon-là à apaiser, en fait, à se sentir mieux à un premier niveau, qui permet ensuite d'accéder à peut-être des questions plus vastes sur l'impact qu'on veut avoir sur notre entourage, dans nos projets, etc. Mais passer directement de « je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce que je veux » à « j'ai trouvé la source qui est au cœur de ma vie », ça me paraît être une pente très, très pentue. Oui, alors justement, tu citais un podcast dans lequel j'étais interviewée il n'y a pas longtemps et on me posait un peu cette question-là, et c'est effectivement souvent, voilà, j'ai commencé un coaching, je suis tout feu, tout flamme, et donc je veux que le résultat vienne maintenant, tout de suite, ce que tu évoquais très bien. Et toi, tu dis méfiance aussi de cette espèce de positivité un peu toxique, parfois, qui peut nous faire croire que ça va s'incarner immédiatement. Donc là, vous êtes très vigilant dans les parcours, j'imagine, sur cet accompagnement. Tout à fait. Dans le programme de coaching qu'on propose, la première étape, c'est de s'intéresser au problème numéro 1 ou au sujet numéro 1. Et donc, ça, en fait, pour moi, c'est très important pour pouvoir justement mettre entre les mains des personnes qu'on accompagne les outils fondamentaux de notre approche de coaching qu'on va mettre en application sur ce sujet le plus saillant dans la vie de la personne, pour que la personne puisse rapidement voir un effet de soulagement et des bénéfices autour de cette difficulté, et pour pouvoir en fait se convaincre, c'est-à-dire être elle-même témoin de ce que ça change de se sentir à nouveau acteur ou actrice dans cette situation. Et donc évidemment, la promesse n'est pas résolvez tous vos problèmes en un mois, mais plutôt de changer son rapport à cette difficulté, de changer son rapport à ce problème en se disant, je vais me focaliser effectivement sur ce qui est en mon pouvoir, ce que moi je peux faire. Il y a peu de situations dans la vie dans lesquelles on est à 100% aux commandes et à 100%, ne serait-ce que parce que on est un être humain avec forcément des limites et des failles. Mais le fait de se mettre dans une position d'action et de se connecter à son pouvoir, ça me paraît vraiment... c'est ça qui change tout. D'ailleurs, tu fais beaucoup appel aussi à la souveraineté personnelle de chacun, c'est-à-dire se mettre vraiment à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de moi déjà là.
C'est ça. En fait, dans toute démarche de changement, et ça, on peut le dire aux personnes qui nous écoutent, je pense que c'est très important d'évaluer est-ce que la personne qui cherche à m'aider essaye de remplacer ma sagesse par la sienne, et est-ce que je suis régulièrement invitée à mettre de côté ce que je pense, mes impressions, peut-être mes objections, mes résistances. Est-ce qu'on m'incite à mettre ça de côté pour le remplacer par une autre façon de penser? Parce que ça, c'est gros signal d'alerte. Et donc, pour moi, ce qui est vraiment la justesse dans l'accompagnement, c'est d'aider la personne à justement, au contraire, se connecter et mieux décoder. Qu'est-ce que ta sagesse intérieure te dit? Quelle est ta façon de voir les choses? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je te propose ça, mais est-ce que ça te parle? Je te propose ça, est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu as des résistances? Quelles sont ces résistances? Comment est-ce que je peux t'aider? Et d'être en permanence connecté à comment est-ce que la personne vit la prise en main de ces outils. Plutôt qu'en rouleau compresseur de je vais juste te faire changer de façon de faire, mais d'une façon qui serait déconnectée de ta façon de faire intrinsèque. Oui. Et puis, une petite parenthèse qui fait aussi le lit de certaines sectes ou de certains stages où effectivement les gens sont embarqués dans une pensée unique qui n'est pas la leur. Donc là, c'est important de le dire. Et Dieu sait si on en voit dans ces milieux-là du junk développement personnel. Je le dis comme ça, c'est un peu caricatural. Mais donc là, c'est important de se dire que quand on se fait accompagner, qu'il y ait toujours ce discernement. Exactement. À quel degré est-ce que votre esprit critique et vos éventuelles, résistances ou objections sont accueillis? Est-ce qu'il y a un espace de dialogue, ou est-ce qu'on vous dit non, ça veut dire que tu n'y crois pas, ça veut dire que tu fais pas d'efforts, etc. Ce qui est important, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne dessus. Tu en as parlé à titre personnel, mais peut-être plus dans la méthode. Cette danse entre nos émotions et nos pensées. Alors là, il y a tout de gros chapitres sur le sujet. Je trouve ça très intéressant peut-être de décortiquer, que tu nous réexpliques ces mécanismes entre mon flot de pensée, mes émotions. Souvent, on a le sentiment que ça me tombe dessus, je subis, ça vient de l'extérieur. Et en fait, c'est la façon dont je réagis à mes émotions. Tu l'as un peu dit, mais revenir un peu dans le détail, s'il te plaît, Clotilde. Oui. Le fondement qui me paraît très important à comprendre, c'est que la façon qu'on a de réagir à des situations passe par le filtre de nos pensées. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, quelqu'un me dit quelque chose, je reçois un email dans lequel il y a un certain message. Et en fait, ça n'a pas d'impact sur mes émotions avant que mon cerveau me propose une interprétation de cette situation, qui est une interprétation qui est toujours schématiquement est-ce que c'est favorable ou est-ce que c'est défavorable? Est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis en danger? Est-ce que cette personne est amie ou est-ce que cette personne est ennemie? Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que ça se passe mal? Et c'est en fonction de ça que ce message d'interprétation que mon cerveau a formulé se diffuse dans mon corps à travers un message qu'on appelle émotion, c'est-à-dire c'est des neurotransmetteurs qui sont diffusés dans le corps, qui activent nos différents organes, et c'est pour ça que nos émotions, on les ressent dans notre corps. D'ailleurs, je crois, je fais une petite parenthèse, que la science ne sait toujours pas encore, et pas complètement d'accord sur est-ce qu'il y a d'abord un signal qui est déclenché par le corps et qui ensuite envoie l'info au cerveau, ou est-ce que c'est le cerveau? Il y a un truc un peu de d'œuf et la poule, je crois, qui est encore en discussion chez les scientifiques. Alors, moi, la façon dont je le vois, c'est qu'il y a un premier niveau qui ne passe pas par la pensée consciente, qui est la réaction du système nerveux, avec ce côté justement, c'est la partie limbique du cerveau qui est encore très animale, c'est-à-dire sécurité, danger. Ça, en fait, je prends pas le temps de me dire tiens, je suis en danger. Qu'est-ce que je vais faire, et donc effectivement, on a parfois des réactions du corps qui sont souvent des émotions très fortes, qui sont la réaction du système nerveux pour des situations et des émotions qui ont des tonalités plus nuancées, comme par exemple le découragement, la déception, ou au contraire l'enthousiasme ou la curiosité. Là, ça passe quand même par cette analyse qui est, par exemple, je reçois un email et c'est parce que je me dis tout ce que je fais ne sert à rien que je ressens du découragement, par exemple.
Et donc, en tout cas, c'est une façon de se comprendre dans cet ordre-là qui est très utile parce qu'à ce moment-là, si j'ai conscience que les phrases que je me dis à moi-même influent sur la façon dont je me sens, eh bien, ça signifie que je peux effectivement recevoir l'email et avoir une première réaction qui me crée du découragement, mais ce découragement-là, c'est pas une condamnation à me sentir découragée toute ma journée, parce que j'ai la capacité à choisir, à porter mon attention sur une autre façon de voir la situation, qui sera une autre interprétation de la situation, qui sera ni plus juste ni moins juste, mais qui simplement me permettra de me connecter à ma motivation ou ma curiosité ou à ma mobilisation pour finalement me réénergiser. Parce que c'est vrai qu'on peut dire dans nos ressentis émotionnels, il y a des émotions qu'on ressent qui ont tendance à nous plomber et à nous départir de notre énergie. Et donc ça, généralement, on n'aime pas trop. C'est ça souvent qu'on appelle émotions négatives ou en tout cas désagréables, versus des émotions qui nous permettent de nous remettre en selle, d'aller vers les autres et de nous remettre en action si c'est à ça qu'on aspire, parce qu'on a le droit de se reposer aussi. Bien sûr, comme des points d'appui, en fait. C'est ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir des petits exercices que tu pourrais comme ça nous partager pour, au niveau émotionnel, pour nous aider à y voir plus clair? Ou un exercice peut-être? Une pratique qui est centrale dans la méthode Change ma vie, c'est celle du flot de pensée, qui consiste à prendre 5 ou 10 minutes, alors moi je préfère en début de journée, pour simplement retranscrire par écrit notre radio intérieure. Et donc, Sont tes questions d'amorçage, c'est un peu ça? Ou alors, pas forcément? On peut avoir des questions d'amorçage de l'ordre de qu'est-ce qui me préoccupe aujourd'hui, comment est-ce que j'aborde ma journée, comment est-ce que je me sens, etc. Mais ça peut être aussi juste, je m'assois et c'est comme si on allumait la radio. Alors pour ceux qui ont connu la radio, mais voilà, écoutez en fait ces phrases qui nous tournent dans la tête et au sujet desquelles, pour la plupart d'entre nous, avant de se mettre au courant de ces outils-là, on peut avoir l'impression en fait que cette radio intérieure, en fait, on peut ne pas en avoir conscience. Radio mentale, oui. Voilà. Et alors qu'en réalité, cette radio mentale, elle détermine beaucoup la façon dont on se sent et elle a tendance, pour la plupart d'entre nous, à avoir une tonalité assez négative du fait du biais de négativité de notre cerveau. Donc, ça ne veut rien dire sur nous à titre individuel, mais c'est plutôt des pensées d'anxiété, des pensées de dévalorisation, des pensées de découragement, des pensées d'inquiétude. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'en avoir conscience pour pouvoir contrebalancer ça, pour pouvoir diriger cette radio intérieure, parce qu'on a ensuite la possibilité de dialoguer avec ses pensées et de se dire oui, ça m'inquiète, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter, etc. Donc, c'est vraiment cette première étape, c'est juste d'avoir conscience de cette radio intérieure pour pouvoir ensuite influer dessus. C'est aussi avoir conscience, et tu le dis, de pensées utiles, justement, versus pensées qui tournent en boucle et qui peuvent s'apparenter à des ruminations, en réalité. Tout à fait. Et donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose sur lequel j'insiste, c'est que cette idée de pensée positive, ça aussi, pour moi, il y a vraiment ça peut avoir un impact négatif, au contraire, sur la façon dont les gens se sentent dans leur vie, parce qu'il y a cette injonction à toujours voir le verre à moitié plein, être toujours battant, toujours fort, etc. Et en fait, non, on n'est pas... c'est pas comme ça que l'être humain est câblé. Donc, en fait, c'est plus cette idée de pensée utile, c'est-à-dire face à une situation, quel va être en fonction de comment est-ce que je me sens, quel est mon niveau de ressources aussi face à cette situation, quel est le regard le plus utile pour moi sur cette situation pour pouvoir aller vers ce qui me conviendra le mieux. Et parfois, la pensée utile, c'est de m'autoriser à vivre très mal une situation parce qu'en fait, je suis très déçue ou très en colère ou très triste. Et la pensée utile, à ce moment-là, ça peut être justement de m'en donner l'autorisation. Donc, il n'y a pas d'injonction à se sentir tout le temps bien, mais cette pensée utile, elle permet de s'apporter ce dont on a besoin au bon moment pour pouvoir ensuite se préparer à aller mieux quand on sera prêt à aller mieux. Comment est-ce qu'on peut en prendre conscience? Je sais que moi, j'ai suivi tout un parcours avec cette grande coach qui maintenant est un peu plus âgée, mais que je salue au passage, que j'adore, qui est Maud Séjournant, qui est partie du coaching plutôt, elle, avec un prisme des accords Toltec, etc. Et on partait justement à la découverte de ce qu'elle appelait la traque du jaguar, où on va identifier ses pensées, parce que souvent, on n'est pas en conscience avec ses pensées utiles, inutiles, positives, ses ruminations.
Qu'est-ce que tu proposes dans le programme ? Alors, dans notre programme de coaching, on propose, donc, sur la base de ce flot de pensée, d'avoir... Donc, la version élémentaire du flot de pensée, c'est juste je note ce que je pense. Mais le niveau au-dessus, c'est le flot de pensée dirigé qui permet d'explorer nos modes de pensée sur différents sujets et pour pouvoir ensuite identifier quel est l'impact de cette façon de voir les choses sur nos émotions. Mais nos émotions, la raison pour laquelle elles sont importantes, c'est non seulement parce que c'est comme ça qu'on se sent au quotidien, mais c'est aussi que ça détermine ce qu'on sera en mesure de faire ou de ne pas faire. Et en fait, c'est quand même nos actions dans la vie, que ce soit nos actions dans nos relations ou dans nos projets, qui déterminent si on avance ou si on fait du surplace, si on avance dans la bonne direction ou pas. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir ensuite identifier quels sont nos modes de pensée qui sont problématiques et quels sont ceux qui nous sont utiles pour pouvoir pencher plus d'un côté que de l'autre. Et nous, ce qu'on fait en coaching, enfin la posture du coach, c'est justement d'aider la personne à faire la différence. Parce que la grande ironie, c'est que comme on est en fait nous-mêmes dans nos modes de pensée, utiliser notre propre cerveau pour analyser notre propre cerveau, utiliser nos pensées pour analyser nos propres pensées, au bout d'un moment, on se heurte aux parois de l'aquarium, en fait. Ouais. Et donc, le coach ou la coach qui est à l'extérieur de l'aquarium peut nous dire, enfin, à ce regard extérieur, bienveillant et à la fois neutre et bienveillant, qui permet de se dire, en fait, là, si tu voyais les choses de cette façon-là, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça changerait, et pour proposer d'autres façons de voir les choses. C'est intéressant parce que ça permet aussi ensuite de se dire, est-ce que je suis... tu parles beaucoup du succès, est-ce que je suis dans une forme de réussite de ce que je suis en train de faire ? Et qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Qu'est-ce que ça veut dire que le succès ? C'est quand même des injonctions qu'on a beaucoup dans la société. Peut-être revenir dessus, j'aimerais bien t'entendre sur qu'est-ce que le succès. Je pense à mon ami Franck Lobvet qui dit finalement on ne peut ni réussir ni échouer sa vie, on ne peut que la vivre. Oui, c'est effectivement dans le livre « La méthode change ma vie », c'est par ça qu'on commence. C'est le fait de remettre entre nos mains à chacun et à chacune ces questionnements de finalement qu'est-ce qui est pour moi une vie réussie. Et en fait, pour moi, ça reste important parce qu'on a besoin au quotidien d'avoir un cap, c'est-à-dire de se dire, entre le début de la journée et la fin de la journée, j'aurai nécessairement avancé dans une direction parce que je vais faire des choses. Et donc, quelle est la direction dans laquelle j'ai envie d'avancer ? Ce cap, il peut bien sûr changer au fil des chapitres de notre vie. Et ça me paraît très important de définir ce cap et cette idée du succès en valorisant tout autant des marqueurs extérieurs de succès, c'est-à-dire ce qui va se voir en termes de nos situations, notre confort matériel, la beauté de l'environnement dans lequel on est, la qualité de nos relations, ce qu'on fait dans le monde, mais aussi beaucoup avec des marqueurs intérieurs de comment est-ce que je me sens, est-ce que j'ai l'impression d'être à ma place, est-ce que j'ai l'impression d'avoir un impact positif sur le monde, est-ce que ma vie a un sens en fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement de proposer une exploration qui permet de se dire, quand on me pose la question comme ça à brûle pour point, est-ce que je penche plutôt vers des marqueurs extérieurs de réussite et il va falloir que je cultive des marqueurs intérieurs, ou est-ce que c'est l'inverse ? Parce que je pense que l'épanouissement de l'être humain se construit sur le juste équilibre pour chaque personne de ces marqueurs extérieurs et de ces marqueurs intérieurs. Et en même temps, cette idée de projection et de cap, on pourrait même dire reparler de la vision, est-ce que ça dépend de tout à chacun ? Est-ce que certaines personnes ont besoin vraiment de se fixer un objectif, de se dire de quoi j'ai envie, et d'autres, dont je fais peut-être plus partie, sont dans l'opportunité, dans le bon sens du terme, de l'instant présent, et de se dire tiens, je vais danser avec la vie et ce qui se présentera peut être bon. Et ce qui n'empêche pas de provoquer des opportunités, de ne pas être simplement en train de saisir la balle au bond, mais de dire, tiens, dans le flot du vivant, dans ce que je sens dans l'instant, je vais aller dans ce flot-là. Est-ce que tu vois des façons de fonctionner très différentes ? Ce que je constate le plus, c'est en fait cette idée que la vision qu'on peut développer pour notre vie,
elle est très individuelle et que là, ce que tu viens de formuler, c'est pour moi en soi une vision. C'est-à-dire, c'est le fait de se dire, et donc sans te mettre des mots dans la bouche, d'avoir cette envie au quotidien de te sentir connecté justement à ce qui t'appelle, d'avoir cette liberté aussi d'explorer les choses, cette autorisation que tu te donnes à peut-être saisir ces opportunités. Et ça, c'est en soi une formule une formule de ce qui te convient. Là où d'autres personnes qui n'en sont peut-être pas non plus au stade où toi tu en es de ta vie, mais peut-être 20 ans en arrière, qui consiste à se dire moi dans les décennies qui viennent, le genre de choses que j'aimerais par exemple vivre à l'étranger, j'aimerais fonder une famille ou pas, j'aimerais vivre dans un endroit proche de la nature, j'aimerais que la musique ait de la place dans ma vie, je veux avoir une vie amicale très intense. En fait, tout ça fait partie, ce sont des éléments qu'il faut pouvoir avoir en tête, parce que c'est ça qui guide ensuite nos micro-choix du quotidien avant de guider nos relations, nos décisions, plus importantes. Et en fait, pour moi, ce qui est le plus dommageable, c'est de finalement ne jamais se poser ces questions et de se laisser porter au fil du temps. Un peu comme balloter, quoi. Voilà, un peu balloter, sans avoir cette connexion que toi, tu as manifestement développée, on le sait, au fil du temps, qui est justement ce gouvernail très fin qui consiste au quotidien à te dire oui, ça me convient, ça me correspond, j'y vais, ça me convient pas, ça me correspond pas, je vais décliner. Et en fait, c'est à ça qu'on aspire tous, c'est à avoir cette connexion intérieure, mais il faut beaucoup de défrichage en amont, souvent pour la créer. Et ça pose aussi cette confiance en soi qu'on peut avoir dans notre propre intuition, justement. Vous travaillez beaucoup sur cette idée de confiance. J'en ai parlé récemment avec un médecin psychiatre, le docteur Frédéric Fanget. Il y a des personnes qui vraiment ont ce grand déficit, à la fois de confiance en soi et puis aussi d'estime de soi. C'est pas tout à fait la même chose. Comment est-ce que vous permettez peut-être de se réapproprier cette confiance ? Ce qui est vraiment une clé importante de ça, c'est la qualité de la relation qu'on a à soi-même, qui se voit dans ce discours intérieur, justement. Nous, ce qu'on constate beaucoup, c'est des personnes qui viennent à nous avec une forme d'exigence et de dureté envers elles-mêmes qui ne laisse aucune place, finalement, au plaisir et à la joie d'être simplement soi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup qu'on travaille avec les personnes qu'on accompagne, parce qu'en fait, c'est quelque chose que, pour le coup, moi, j'ai toujours eu, c'est parce que je suis plutôt introvertie, donc j'aime beaucoup passer du temps seule. Je m'amuse beaucoup toute seule, c'est-à-dire je suis très bien toute seule, je m'intéresse à plein de trucs, je ris de mes propres blagues, et en fait, cette espèce de joie d'être soi et avec soi, à mon sens, c'est de là que part ensuite l'envie de s'exposer à des situations qui sont pas forcément confortables, mais l'envie de se frotter à nos propres limites, de créer notre propre croissance, comme je l'évoquais, et aussi cette complicité qu'on peut garder avec soi dans des situations de difficulté. C'est le fait de pouvoir se dire je vais essayer des choses, ça va pas toujours marcher, mais si ça ne marche pas, je resterai dans mon équipe. Je vais pas m'accabler au moment où en plus j'ai raté, je vais pas me donner des coups de pied quand je suis tombée par terre. Et à mon sens, c'est là-dedans que la confiance en soi prend racine, c'est dans ce terreau-là. Parce que ça ressemble beaucoup finalement à la confiance qu'on peut faire à quelqu'un qui serait un partenaire de vie ou un partenaire dans un projet ou un ami. C'est de se dire, j'ai confiance en cette personne parce que je sais qu'elle se désolidarisera pas de moi à un moment où je suis où je perds mes moyens, où j'ai plus accès à mes ressources. Et pour moi, c'est vraiment par là que ça commence, la confiance en soi. C'est, est-ce que je peux me faire confiance comme je ferais confiance à une personne de mon entourage ? Certaines personnes ont de tels empêchements qu'elles ont une défiance vis-à-vis d'elles-mêmes qui est extrêmement importante. Toi, tu as toujours eu cette amitié comme ça vis-à-vis de toi-même, ou c'est venu avec le temps ? Ou tu étais déjà cet enfant comme ça, un peu autonome finalement, émotionnellement ? Je pense que j'avais
ces deux composantes-là qui étaient en lutte perpétuelle. J'étais une enfant qui avait une vie intérieure très, très riche. Je me posais beaucoup de questions. J'avais un imaginaire très, très développé. Donc, j'étais très bien avec moi-même de ce point de vue-là. Et à côté de ça, j'étais, ayant grandi dans une famille dans laquelle mes parents avaient une grande exigence intellectuelle dans la réussite scolaire, etc. Je pense que j'avais beaucoup internalisé le fait qu'il fallait vraiment être la meilleure en tout le temps. Et donc, peu d'indulgence pour des moments de faiblesse, etc. Donc, à la fois le plaisir d'être moi, mais aussi une grande exigence envers moi-même qui venait avec beaucoup de jugement. Et donc ça, j'ai constaté que c'était cette partie-là qu'il fallait beaucoup adoucir. Et ce qui m'a beaucoup aidée finalement, c'est de comprendre qu'on peut avoir des standards élevés et qu'on peut avoir un idéal de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'accomplir, sans que ce soit dur. C'est-à-dire, en fait, parfois, les personnes qui ont un mode de fonctionnement perfectionniste pensent que pour se libérer du perfectionnisme, ça consisterait à juste faire de la médiocrité. Et en fait, on a beaucoup de mal quand on a cette façon de voir les choses. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Alors qu'en réalité, je pense que c'est intéressant de se dire, je sais quel est l'idéal, je sais à quoi est-ce que j'aspire, et je vais me laisser le temps, je vais me laisser l'espace pour aller dans cette direction, sans vouloir y être immédiatement tout de suite et que ce soit parfait dès le début. Ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, est-ce qu'il pourrait y avoir un distinguo entre la vision et nos rêves ? Quel distinguo est-ce que je ferais ? Moi, j'ai l'idée quand même que le rêve, dans cette idée de rêve, on peut avoir un plus grand détachement de la réalité et du réalisme. Là où, pour moi, la vision, en tout cas telle qu'on la propose dans la méthode Change ma vie et en accompagnement, c'est quand même quelque chose dans lequel on peut se projeter, dans lequel on peut arriver à se voir. Et ce qui est intéressant, c'est que la vision, elle peut évoluer et que ce qui nous paraît possible ou envisageable à un certain stade de notre vie, au fur et à mesure qu'on repousse ce qu'on est capable de faire et nos compétences, en fait, ce qui nous paraissait de l'ordre du rêve peut devenir une nouvelle vision. Oui, c'est comme si ça se concrétisait. En fait, c'est l'incarnation du rêve, peut-être, la vision. Exactement. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que au fur et à mesure qu'on avance dans sa vie, qu'on mûrit, qu'on développe de la sagesse et des compétences, ce qui nous paraissait inaccessible à une époque, en fait, on se dit, tiens, je commence à voir un petit peu mieux de quelle façon est-ce que je pourrais en être capable. Qu'est-ce qui peut, dans cette idée de clarté, justement, qu'est-ce qui peut nous aider encore mieux à discerner pour aboutir à cette vision et la mettre en œuvre ? Quels autres outils, en fait, vous proposez dans la méthode ? L'articulation qui me paraît très importante, c'est de comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir une visibilité sur tout l'escalier pour pouvoir monter aux étages auxquels on a envie d'aller. C'est les petits pas, quoi, le Kaizen. Ouais. Voilà, exactement. Et parce qu'en fait, c'est souvent ça qui limite les personnes dans l'exploration de ce qu'elles veulent et dans la mise en action, c'est le fait de se dire, oui, mais je ne sais pas encore, je ne sais pas tout, je ne sais pas faire. Et ce qui est vraiment important à intégrer, c'est qu'il y a beaucoup des réponses qui se révèlent au fil du temps. Quand on a monté la première marche et alors déjà, on a une perspective qui est un petit peu plus élevée, on y voit plus clair, et qu'en fait, c'est aussi ça qui nous donne l'élan, c'est-à-dire c'est se voir en mouvement, ça change aussi notre regard sur nous-mêmes, c'est de se montrer qu'on est capable d'eux, et une fois qu'on s'est montré à soi-même qu'on est capable d'eux, on est capable aussi d'envisager la marche suivante et la suivante et la suivante. Donc il y a cet aspect découpage effectivement en petites étapes, mais il y a aussi beaucoup dans notre changement d'identité, de se voir comme étant quelqu'un qui est capable d'eux, quelqu'un qui est en mouvement vers, qui nourrit beaucoup notre force et notre accès à nos ressources. Oui, puis tu en parles dans le livre, tu donnes des exemples qui sont vraiment intéressants de cette désidentification. Par exemple, si je suis une personne qui suis fumeuse, je me suis identifiée comme un fumeur. Bon, c'est un exemple que tu donnes parmi d'autres dans le livre, ou je sais pas, tu pourrais nous donner tout un tas d'exemples, mais c'est cette idée de
d'arriver à se désidentifier aussi de ce personnage que je me suis construit. Tout à fait. Dans tous les changements qu'on veut conduire, en fait, il y a des changements en termes d'action et en termes de ce qu'on crée à l'extérieur de soi. Mais le changement le plus significatif, il est dans le regard qu'on pose sur nous-mêmes, dans notre conception de nous-mêmes et donc dans notre identité. Et c'est important d'avoir en tête que les changements doivent se conduire en parallèle, parce que c'est pour ça, par exemple, alors il y a un exemple qui est assez facile à donner, c'est l'exemple d'une pratique sportive. C'est si on se vit comme étant quelqu'un qui n'est pas sportif, on a tout un regard sur nous, sur notre vie et sur les choix qu'on fait par défaut qui vont avec l'identité de quelqu'un qui n'est pas sportif et pour qui le mouvement n'a pas de place dans sa vie. Et donc, ça veut dire qu'on va potentiellement pouvoir, sur le court terme, s'inscrire à un cours de sport et y aller un petit peu. Mais en fait, dès que ce sera un petit peu plus difficile, que peut-être on aura une baisse d'énergie et qu'on n'y va pas pendant quelques temps, etc., pour des raisons qui peuvent être tout à fait légitimes d'ailleurs, et en fait, si on n'a pas changé notre identité, on ne reviendra, on ne reviendra pas à ces changements parce qu'ils étaient sur la force de notre volonté plutôt que sur la force de notre changement d'identité. Cette idée d'identité, ça me fait évidemment beaucoup penser sur tout le travail aussi autour des masques et du dialogue intérieur, de toutes ces voix. C'est prendre conscience que finalement, on a toutes ces identifications qui nous habitent et que c'est OK, en fait. Et il peut y en avoir des centaines, des milliers. On en a en général des identités et des masques principaux, autour de entre 8 et 10, on dit en général. Et d'avoir cette conscience fine que voilà, ce que je joue de moi à ce moment-là est une partie de moi, mais n'est pas complètement moi non plus. Tout à fait. Et ça, ça rejoint cette qualité de la relation avec soi-même. C'est en fait le fait d'être en complicité entre ces différentes voix et d'être capable, non pas d'en exiler certaines, c'est-à-dire en disant, voilà, toi, je veux pas t'entendre, par exemple, la partie de nous qui a juste envie de rester couché ou de rester assis sur son canapé, de ne pas être dans le jugement de, voilà, ça c'est la partie de moi qui est paresseuse, qui est bonne à rien, etc., parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce regard-là là-dessus, mais plutôt d'être... Qui est très culpabilisant, tu parles beaucoup de la culpabilité aussi. Oui. Qui est très culpabilisant et qui nous déconnecte complètement du besoin légitime qu'on a de ne rien faire, de rêver, de se reposer, et d'être plutôt dans un dialogue complice, de se dire, dans les moments où j'ai envie de rien faire, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est... Et en fait, ça, je le vois énormément avec, en plus, l'épidémie de burn-out, c'est à quel moment est-ce que j'ai donné voix à la partie de moi qui a juste besoin de se reposer, besoin de ne pas être productif ou productive, besoin qu'on lui lâche la grappe. Et en fait, pour moi, il y a beaucoup de parallèles entre le rôle qu'on a envie de jouer auprès des gens qu'on aime, parce que dans l'accompagnement qu'on apporte, en fait, on a souvent des personnes qui misent beaucoup sur les rôles qu'elles veulent jouer auprès de leur entourage. Ce sont des personnes qui sont souvent très généreuses, très dans le soin à l'autre, qui ont envie d'être de bons parents si elles ont des enfants, de bonnes compagnes ou compagnons, de bons amis, de bons filles ou fils. Mais qui ne s'apportent pas cette même écoute, cette même compréhension, cette même compassion. Et donc souvent, on peut jouer sur ces effets de correspondance. Quand on a quelqu'un qu'on aime qui a l'air de traverser une mauvaise passe, qui a l'air épuisé, etc., à aucun moment on lui dirait « Allez, reprends-toi, vas-y, retourne bosser, etc. » On lui dirait « Mais attends, mais fais une sieste, mais bien sûr, mais regarde tout ce que tu as fait, etc. » Oui, lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe. Et donc, voilà, on peut jouer sur ces correspondances, sur la capacité qu'on a à jouer ce rôle auprès des autres pour le jouer auprès de soi. Et donc, c'est là où on arrête, on approche de la fin de cette émission avec cette idée de meilleure version de soi-même, sur laquelle tu reviens aussi dans ton ouvrage. Alors justement, moi, en fait, je trouve que cette expression, elle est parfois problématique dans ce qu'elle donne comme impression qu'il y a une espèce de course à prouver quelque chose de soi ou à s'améliorer. Et en fait, moi, je le vois plus comme une croissance. En fait, c'est un petit peu comme là, au moment où on enregistre, c'est le printemps. Et donc, on voit, par exemple, des arbres qui sont très beaux l'hiver, très beaux au moment où ils bourgeonnent, très beaux au moment où ils fleurissent,
très beau, plein de feuillage, très beau à l'automne. Et en fait, c'est pas que l'été, c'est mieux que l'hiver. En fait, c'est cette idée de progression et donc d'aller vers quelque chose qui nous correspond mieux en fonction de là où on en est, au moment où on en est, sans se désolidariser de qui on était hier ou de qui on est aujourd'hui. En fait, c'est de se dire, ma valeur, elle est pleine et entière à tout moment, depuis le premier jour jusqu'au dernier. Et c'est simplement que je vais essayer chaque jour d'être au plus juste en fonction de ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, de qui je suis aujourd'hui et de ce qui me correspond aujourd'hui. Donc, c'est vraiment plus ça, cette idée de vie extraordinaire qui nous ressemble. C'est ça. Alors peut-être pour finir, puisqu'on a dit donc la vision, la clarté et puis ensuite l'élan, comment dans cette partie élan mettre en place les bons carburants, le bon carburant, puisque c'est le terme que tu utilises, j'aime beaucoup parce que ça nous donne vraiment cette vision de où est la bonne énergie pour mettre tout ça en place, et peut-être aussi dans cette idée-là, où est-ce que pourrait être la mauvaise en réalité. C'est ça. Une fois qu'on s'est mis en action... donc les alliés, tu les appelles aussi les alliés. C'est ça. Donc, une fois qu'on a une idée de notre cap, et que, donc ça c'est la vision, et qu'on s'est mis en action avec des premières étapes, donc ça c'est la clarté. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se mettre en mouvement, mais où ça s'épuise au bout d'un moment. Donc, ils s'épuisent ou leur motivation s'épuise. Et c'est là que l'élan entre en scène. C'est qu'est-ce qui me permet de maintenir mon effort dans la durée, de surmonter les obstacles, les baisses de motivation, les baisses d'énergie, pour garder ce cap et rester en mouvement, mais dans le respect de mon écologie personnelle. Et ça passe justement par quel est mon carburant émotionnel, c'est-à-dire au quotidien, sur quoi est-ce que je porte mon attention. Et donc, il y a beaucoup cette idée de valoriser le processus, c'est-à-dire de ne pas avancer en apnée vers la destination, c'est-à-dire l'idée que une fois que je serai sur la ligne d'arrivée, alors ma vraie vie commencera. C'est au quotidien, comment est-ce que je valorise ce que j'ai appris, même quand ça a raté, de quelle façon j'ai avancé, quel plaisir est-ce que j'ai pris en chemin dans mes relations, dans ma connexion avec les autres et avec moi-même. Et c'est vraiment ça qui permet de rester en mouvement, parce qu'en fait, si le processus est aussi gratifiant que le résultat, on n'a pas de raison en fait d'arrêter. Oui, et l'échec qu'on nomme échec et qu'on voit de manière très négative en fait dans notre vie fait simplement partie d'un processus d'apprentissage extraordinaire et aussi lui-même un point d'appui, comme les enfants. C'est-à-dire que si l'enfant ne tombait pas à terre, il ne pourrait pas se relever et il ne pourrait pas apprendre en réalité. Exactement. Et pour autant, c'est vrai que quand on rencontre un échec, c'est-à-dire mécaniquement quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on voulait, c'est vrai que l'être humain est câblé pour ressentir des émotions qui sont très pénibles à ce moment-là. Mais ce sont effectivement ces émotions-là qui permettent aussi d'imprimer tous ces apprentissages. Et donc, on a juste besoin d'outils pour les accueillir, accepter qu'elles surviennent, les décoder et arriver à reconstituer ces ressources pour repartir. Alors peut-être, Clotilde Dussoulier, puisqu'on arrive à la fin de cette émission et qu'on a la chance d'avoir cette master coach avec nous, un petit mot de la fin qui pourrait nous donner comme ça un élan, non pas pour être, tu l'as très bien dit, la meilleure version de soi-même, mais pour peut-être aller vers cette vie extraordinaire et se dire que le meilleur est à venir, en fin de compte. Ce que j'ai envie de proposer, c'est une pratique qui s'appelle c'est le J'adore ma vie, qui consiste à faire le tour de peut-être la pièce dans laquelle vous êtes au moment où vous écoutez ça et dans votre journée et vous dire j'adore ma vie parce que, et de lister toutes les raisons que vous avez aujourd'hui d'aimer votre vie telle qu'elle est, parce que je pense que c'est vraiment dans cette joie qu'on peut trouver dans ce qui est déjà en place, ce qu'on a déjà, qu'on puise l'énergie et la force pour aller changer des choses qui nous satisfont moins ou de nouvelles choses auxquelles on aspire. Donc j'ai envie de vous laisser avec ce j'adore ma vie. Allez, en tout cas, si vous avez envie de faire cet exercice, peut-être ça peut être un défi pour Métamorphose de le mettre en œuvre. Indiquez-nous sur nos réseaux sociaux, que ce soit ceux de Clotilde ou les réseaux de Métamorphose, sur notre Instagram, Métamorphose Podcast, sur notre chaîne YouTube. Vous l'avez mis en place, qu'est-ce que ça a donné? Partagez-nous tout ça, on aurait très envie de savoir, Clotilde et moi. Merci infiniment, en tout cas, d'être venue faire un tour aujourd'hui dans Métamorphose, Clotilde Dussoulier. Et puis évidemment, il y a ce livre qui sort, La méthode change ma vie, où vous retrouverez beaucoup d'exercices, la possibilité, achetez-vous un cahier neuf, en tout cas en même temps que le livre, si vous l'achetez pour pouvoir
mettre en avant et mettre à profit tous les exercices proposés par Clotilde et son équipe, puisque vraiment c'est du concret, c'est ainsi que tu l'as voulu. On le sent bien, tu as eu aussi dans ta façon d'être une très grande clarté d'esprit. Parfois, quand je te vois, je pense à cette Marie Kondo au Japon, et tu serais peut-être un peu notre forme de Marie Kondo du coaching et du développement personnel en France. Alors, je rappelle quand même que la méthode Change ma vie est disponible aux éditions Robert Laffont. Merci pour ça, et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Anne. Merci à tous et à toutes. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.